Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance numéro 139 sur RLP, avec aujourd'hui la seconde partie d'un entretien avec Madame Karine Ségard, auteure d'ouvrages sur la psychogénéalogie, et avec qui nous discuterons aujourd'hui dans cette seconde partie de neurosciences, de sciences humaines, d'inné, d'acquis, de génétique. Puis nous regarderons en face les violences dans les familles, nous discuterons sur la famille, l'histoire de la famille, ses évolutions, les familles modernes et contemporaines dans toute leur diversité. Et enfin, nous discuterons de comment intervenir et traiter les violences familiales et l'importance de la guidance parentale. Ne bougez pas, on y va, c'est tout de suite après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Karine Ségard aujourd'hui avec la psychogénéalogie appliquée en domaine des violences intrafamiliales. Nous avons parlé sur cette antenne il y a quelques mois avec Joël Monzi, un docteur en neurosciences québécois, canadien, qui travaillait aussi sur l'épigénétique, qui nous expliquait que la science avait démontré que le génome humain évoluait durant son existence et que nous transmettions certains de nos traumatismes à nos descendants, que nous étions donc tous, en tant qu'individus, issus de nos ancêtres durant une très très grande lignée avec ce qui les avait aidés à surmonter leurs traumas et les traumas qu'ils pouvaient avoir. Donc ça, la science a établi qu'il pouvait y avoir une transmission dans la descendance des expériences de vie ou des symptômes ou de certains effets de ces expériences de vie. Est-ce que la psychogénéalogie ne rejoindrait pas un petit peu cette sphère aussi de la science ? Alors, je vais faire une réponse très mesurée et la plus honnête possible. Il faut bien voir, si on prend du recul, que toutes les sciences humaines donc, qui s'intéressent à l'homme, qui au départ étaient un peu séparées, se rejoignent pas à pas. D'accord. Et qu'on a intérêt, on a intérêt à travailler tous ensemble et en complémentarité. Après, on a chacun nos spécialités, mais on a intérêt à travailler tous ensemble. Moi, je suis pas dans la bataille d'école, vous savez, je ne suis pas du tout dans ce genre de choses. Je pense que moi, je suis dans la position de ce qu'on appelle institutionnelle, c'est-à-dire que face à un patient, on se doit, il est prioritaire d'utiliser toutes les approches possibles pour essayer de faire en sorte qu'il jaillisse et qu'il retrouve sa santé et sa liberté. Bien sûr. Donc je ne suis dans aucune bataille d'école. Et souvent, parfois, quand on travaille en pratique institutionnelle à l'hôpital, on s'y colle à plusieurs avec différentes approches. Parfois, on dit, tiens, ça a marché. Et parfois, on dit, c'est la boîte noire. Quelle est l'approche qui a marché ? On ne sait pas. Mais ça a marché. Et on y va. Vous voyez ? Et moi, je suis pour ce type d'approche parce que vraiment, il y a des urgences quand on est sur des pathologies lourdes chez des gens jeunes. Parce qu'on a le droit de vivre, on a le droit de s'en sortir. Donc, il faut y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste des neurosciences, mais j'ai quand même une autre formation avant d'être psychosociologue. J'ai une formation médicale, pas de médecin, mais de dentiste, peu importe. Donc j'ai quand même une base de formation en médecine. Moi, je suis très scientifique. Je suis absolument scientifique, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être très carré. Moi, je suis pour la méthode expérimentale, je suis pour les groupes aveugles. On essaye un truc et puis on essaye un autre produit, on voit si ça marche ou pas. Il n'y a que comme ça qu'on avance, en clinique, sérieuse. Donc, je suis absolument ouverte à tout ce qu'on trouve en neurologie. Alors après, c'est toujours pareil, il y a le meilleur et le pire. En neurologie, on trouve le meilleur avec des découvertes très 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 intéressantes pour demain dans les neurotransmetteurs. Ça, c'est capital, les nouvelles molécules qu'on va trouver, mais ça va soulager toute une catégorie de gens, notamment les vrais dépressifs qui naissent comme ça, et les pauvres, c'est comme des diabétiques, c'est pas de leur faute, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, le jour où on trouvera la bonne molécule, ça sera absolument génial, etc., etc. Maintenant, je refuse d'avancer sur le terrain des gens qui disent qu'on peut asseoir des comportements très élaborés, voire des comportements de groupe, des comportements sociaux sur de la neurologie. Ça, là, on aborde un sujet qui pour moi est dangereux et qui est proche de la manipulation. Il n'est absolument pas possible que biologiquement ou génétiquement, on puisse codifier des comportements personnels élaborés ou des comportements sociaux de groupe. Il y a eu des courants comme ça qui s'y sont essayés, ils sont très décriés et très dangereux. Parce que vous imaginez la dérive. Ça veut dire que demain, on pourra manipuler, entre guillemets, la biologie et le génome des individus pour obtenir des groupes sociaux comme l'on veut. Et de toute façon, ça n'est pas possible. Oui, enfin là, vous critiquez les effets possibles. Et là, les travaux le montrent. Oui. Et là, les travaux le montrent, puisqu'on a essayé, les travaux le montrent, et on a beaucoup travaillé, vous savez, sur la notion de résistance. Je comprends, mais là, c'est pas parce qu'un thème peut être mal utilisé que, fondamentalement, scientifiquement, il est faux. Méfiez-vous, dans la science, il faut faire très attention aux sources et aux publications.
D'accord. Et au biais surtout. Il y a parfois des chercheurs qui sont très honnêtes, mais il y a eu un biais dans leur recherche. Donc, vous savez, c'est passionnant le domaine des sciences humaines. Moi, je suis une chercheuse, donc ça me passionne de voir qu'à un moment donné, on s'est fourvoyé parce qu'on a posé un biais dans la recherche, et puis 10 ans plus tard, on a posé les choses autrement, et hop, on s'est aperçu qu'on a fait un biais, donc on fait marche arrière, on repart, et c'est normal. Hein. Parce qu'on y met de la morale, on sort de la science. C'est la méthode de recherche. Si on se trompe, on est honnête, on repart, on fait une autre hypothèse et on reteste, etc., etc. Pour moi, c'est banal. Mais il faut faire attention. Il y a des secteurs qui sont entre guillemets qu'on a abandonnés parce que ça marchait pas, mais qui ont été très popularisé, voire dans des romans ou dans des films, parce que ça faisait un peu, comment dire, un petit peu peur, un petit peu de frémissement, hein, dire que des comportements sociologiques sont codifiés génétiquement. Oh là là, c'est la neuroscience de comptoir. Non, Monsieur Monzi nous expliquait par exemple son papa qui avait été fait prisonnier par les Allemands en Belgique et qui était très inquiet parce qu'il ne voyait pas ses enfants et qui après la guerre a fait effectivement Monsieur Monzi, et Monsieur Monzi, quand il a eu ses enfants, il avait une angoisse, où sont mes enfants? Il disait, cette angoisse de où sont mes enfants, en fait, je l'ai hérité de mon père. Et il dit, génétiquement, chromosomiquement, c'est à cet endroit-là, comme ça et autres. Donc je n'ai pas hérité le fait qu'à 21 ans, il se passerait ceci. J'ai hérité de l'association enfant-inquiétude. C'est comme ça qu'il essaie de me l'expliquer. Moi, je ne partage pas cette opinion, monsieur. D'accord. Mais je ne la partage pas parce que scientifiquement, je me tiens au courant, elle ne tient pas. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Hein? D'accord. Donc, parce que le problème, si vous avez de l'angoisse, il est double. Il y a forcément un terrain. Et quand on observe les nourrissons, on fait des observations très très fines dès la naissance pour voir la capacité du nourrisson à être, comment dirais-je, on va dire cool ou pas cool. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des différences effectivement dès le départ. D'accord? Après, on peut être plus ou moins inquiet ou plus ou moins angoissé. C'est deux choses différentes. Hein. L'angoisse, c'est une peur mais je ne sais pas de quoi j'ai peur. Hein. Donc on va dire avoir l'angoisse pour ses enfants, je ne comprends pas ce mot. L'angoisse, on ne sait pas de quoi on a peur, monsieur. La crise d'angoisse, on est plaqué au sol, ça peut durer des heures, on ne sait pas de quoi on a peur. Ça, c'est l'angoisse. La peur, on sait de quoi on a peur. On a peur d'un chien, on a peur que les enfants se fassent du mal, on a peur de quelque chose. D'accord ? Donc la peur, c'est toujours un comportement appris socialement. Bon, attention, je vais pas avoir un vocabulaire approximatif. Hein. Je répète ce qu'on m'a dit il y a un an et demi. Il est possible que je sois approximatif dans son explication. L'angoisse, il peut y avoir un substitut dès le départ où on est plus ou moins angoissé, mais qui peut toujours être corrigé par le milieu ambiant, l'éducation, etc. Donc l'angoisse ne se transmet pas. Non, mais là, on revient sur la question initiale, l'inné et l'acquis. Il y a forcément un acquis par rapport à l'expérience, mais il y a aussi un inné qui, après l'épigénétique, exact. Mais le plus important dans l'inné et l'acquis, c'est qu'il n'y a plus de débat. L'inné et l'acquis sont en interaction. Oui. Je peux être porteur d'un certain génome et je peux tout à fait, par exemple dans certaines maladies, et je peux tout à fait faire en sorte que ce génome s'exprime plus ou moins après parce que je vais prendre des médicaments ou parce que ça va être corrigé. Et il n'y a pas, si vous voulez, si vous avez fait un peu de génétique, moi je suis très, comment dirais-je, féru de génétique parce que je pense que ça, c'est un secteur remarquable de recherche pour comprendre les choses. La génétique, vous savez, ne peut pas codifier ce qu'on appelle des comportements sociaux. Un comportement social, c'est par exemple, j'aime la choucroute. Un comportement social, c'est j'aime Madame Machin. Oui, un comportement social, c'est j'aime mes enfants, je conduis ma voiture. Il n'y a pas de gène pour ça, monsieur. Non, ça n'existait pas. D'accord ? Bien sûr. Les gènes, c'est vraiment des choses très petites, codifiées pour des choses très petites. Donc, si on prend l'exemple, moi je donne toujours l'exemple de Mowgli. Mowgli, quand il est élevé par des lions, il est comme un lion. Mowgli élevé par des singes, il se comporte comme un singe. Mowgli élevé par des ours, et il est comme les ours, il parle comme les ours. Les études sur les enfants sauvages le montrent, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on n'obtient pas grand-chose avec cette foutue génétique. Vous voyez ? Le social est plus important, mais le social est en interaction avec la génétique, et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation par la génétique. D'accord ? D'accord. Mais il n'y a pas d'angoisse génétique, il n'y a pas de gène de l'angoisse, il n'y a pas de gène de la peur, ok ? Mais il y a des soubassements biologiques qui font que vous avez des neurotransmetteurs dans votre cerveau plus ou moins rapides, plus ou moins lents, etc., qui font que vous êtes plus ou moins cool. Mais bon, c'est un petit démarrage de rien du tout. Par l'éducation, on arrange beaucoup de choses, d'accord ? D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Dites-moi, le sujet des violences intrafamiliales est très actuel. Nous allons dire, heureusement, nous avons aujourd'hui dans notre société la capacité de le regarder en face, de s'en occuper.
d'essayer de l'affronter, de le résoudre. Nos ascendants avaient des façons d'éduquer les enfants très différentes de celles d'aujourd'hui. À une époque pas si lointaine où la boucle de ceinture était encore dans les mœurs. Aujourd'hui, on n'y pense même pas. Donc, nous avons une progression, effectivement, qui est appréciable. Néanmoins, est-ce que vous pouvez quand même nous confirmer un petit espoir, là, ces histoires d'inceste dans les familles et autres, ce n'est pas majoritaire tout de même. Je veux dire, tous les hommes ne se comportent pas mal. Eh bien, écoutez, monsieur, il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Mince. Regardez les statistiques des recherches, c'est absolument terrible, monsieur. C'est absolument terrible. Je le répète, il y a beaucoup plus de violence dans les familles que dans la vie civile. Vous avez des sources et des chiffres pour cela? Parce que nous avons eu des gens ici qui nous disaient que les cas d'inceste étaient quand même extrêmement minoritaires dans les familles. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas graves, je n'en diminue pas la conséquence ou la violence ou la transgression, si vous voulez. Je dis juste que, est-ce qu'il n'y a pas un présupposé qui tendrait à dire que l'homme aujourd'hui est forcément générateur de violence? Vous employez l'homme en termes de sciences humaines, parce que c'est l'homme au sens large, homme ou femme, d'accord? D'accord. Ok. Donc déjà, il faut l'employer comme ça. Mais il faut bien voir que quand je vous ai dit que le paradigme de la violence, c'est l'inceste, c'est le paradigme, qu'il y a l'inceste et il y a toutes les formes dérivées, etc., qui ne passent pas forcément par ce qu'on appelle l'inceste, à proprement parler. Bon, toutes ces formes de violence du majeur sur le mineur donnent toujours les mêmes symptômes, les mêmes catégories de symptômes. Donc à l'heure actuelle, on a une loi très forte et moi je suis pour la garder. Il y a un grand débat juridique là-dessus. Il faut garder cette loi très forte qui sanctionne toute violence sur mineur faite de la part d'un majeur, où que ce soit. Parce que ces violences, elles ne sont pas forcément de type inceste, mais elles peuvent être de tout autre type. Et quand je parle des violences, je parle des violences en général, dont l'inceste. Et ces violences en général, je le répète, monsieur, elles sont bien plus fortes en quantité statistique dans les familles que dans la vie civile, que dans la vie de tous les jours. D'accord ? Le grand danger à l'heure actuelle pour l'enfant, parce que mon sujet c'est l'enfant, il est dans les familles. Les statistiques sont là. C'est terrible. Oui. Alors, est-ce que nous pouvons prendre 30 secondes pour aller chercher ces statistiques sur Internet ? Écoutez, vous regarderez parce que chaque année on évolue, ça dépend on arrive de mieux en mieux à cerner le problème parce que le problème de ces statistiques, c'est on a des relevés de police, des relevés de ceci, des relevés de cela. Beaucoup de gens n'osent pas le dire, vous voyez ce que je veux dire, et les statistiques sont en augmentation. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder les statistiques au niveau européen, pays par pays, de voir aussi comment là où les pays luttent vraiment contre la violence faite aux mineurs, comme par hasard les statistiques sont différentes. Vous voyez, on va pas dire un chiffre. Je refuse de dire ça. On a fait plusieurs émissions ici. On a énormément de mal à avoir les statistiques sur les divorces, les recompositions, les droits de garde. C'est très compliqué d'avoir les statistiques. Donc il faut pas faire une bataille de chiffres. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que une famille est plus dangereuse que ce qui se passe partout dans la rue. D'accord ? Oui, bon, nous on a du mal à voir les chiffres. On a beaucoup de gens qui font de l'instrumentalisation sur des chiffres qu'on a aussi du mal à avoir, si vous voulez. Je fais exprès de vous titiller un petit peu. Je rentre dans l'ADN un peu de l'émission et autres. C'est volontaire, le prenez pas mal. Mais nous, on se pose quelque part historiquement dans cette espèce de rêve d'égalité parentale, d'avoir la place du père dans la famille d'aujourd'hui qui, peut-être, comme disait Madame Castelin-Meunier, en retour à ce qui se passait au Moyen-Âge, c'est la révolution industrielle qui a fait les séparations de rôles de manière si stéréotypée et autres. Et pour avoir parlé à beaucoup de gens qui sont exclus de l'accès à l'éducation de leurs enfants, on a parfois l'impression qu'il y a un présupposé. Et donc notre grand rêve d'égalité, en fait, est-ce qu'il n'est pas remis en cause par des gens qui partent du principe que la famille est dangereuse, qu'il faut détruire la famille, qu'il faut séparer les gens, que notre société produit aujourd'hui des familles monoparentales féminines de manière majoritaire et des gens qui sont isolés avec tout ce que cela comporte et autres. Y a-t-il pas une solution pour gérer ces problèmes de violence familiale sans forcément détruire la famille et montrer les hommes du doigt? Alors là, je sens que vous êtes sur un sujet qui peut-être vous est personnel. Alors, si on prend les choses, monsieur, du point de vue sociologique, parce que c'est ça qui est intéressant comme éclairage. Je vous en prie. Il faut voir une chose très simple, du point de vue sociologique, parce que l'étude de la famille, c'est passionnant. Il faut bien voir que l'être humain est le mammifère qui met le plus de temps à devenir adulte.
parmi toutes les espèces de mammifères, d'accord? D'accord. Donc, pas mal d'adultes pour le protéger jusqu'à ce qu'il soit adulte. Bon, quand on regarde les organisations familiales, faites, je vais un peu parler simplement et de façon rigolote. Si on regarde depuis Cro-Magnon un peu et dans toutes les cultures, quels sont les différents types d'organisations familiales, c'est toujours un certain groupe, c'est passionnant, hein, lisez des choses là-dessus, c'est passionnant. C'est toujours un groupe d'individus majeurs qui prennent soin de l'enfant. C'est pas forcément le père ou la mère, d'un point de vue biologique. Ça peut être parfois, dans certaines cultures, un oncle, une tante. Ça peut être plusieurs adultes. Ah, mais il y a À des chaque phénomènes fois. culturels. Moi, j'ai vécu en Asie. Très souvent, c'est la grand-mère qui éduque les enfants parce que la mère va au travail. Donc, c'est pas la même structure que chez nous. Les structures familiales méditerranéennes ne sont pas les mêmes que l'africaine subsaharienne ou que celle de l'Europe du Nord. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, pour ça, on est totalement d'accord. On est d'accord. Bon. Ce que je veux dire, c'est que la notion de famille, papa, maman, l'enfant, c'est un truc très moderne. D'accord? Que ce type d'organisation, on croit qu'il existe depuis Cro-Magnon. C'est faux. Dans toutes les cultures, il y a ce qui est toujours intéressant, c'est de voir quel est l'invariant. L'invariant, le dénominateur commun, c'est comme ça qu'on travaille en sciences humaines, en anthropologie, en sociologie, pour comprendre les groupes, donc les groupes familiaux. L'invariant, c'est toujours quels sont les adultes les plus à même de protéger cet enfant tout petit jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, aujourd'hui, moi je me pose la question, pour moi la famille nucléaire, comme on l'appelle père, mère, enfant, n'est pas forcément la famille idéale en 2023 pour prendre soin de l'enfant. D'accord. Vous êtes sur Déjà. une position Je suis occidentale sur quoi moderne. D'accord. Je suis sur une position que, et vous l'avez déjà souligné, il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc il y a un truc qui cloche. D'accord ? Par ailleurs, souvent, le problème, c'est que dans nos sociétés occidentales, on considère que l'enfant est un droit. On considère qu'on a droit à l'enfant. Moi, je ne reconnais pas cette chose-là. Je considère que les adultes ont un devoir et une obligation vis-à-vis de l'enfant et qu'on doit les sanctionner s'ils ne les remplissent pas. Et parfois, on peut monter des familles où il y a parfois des familles où il y a un père et une mère, qui fonctionnent très bien et c'est parfait. Mais parfois, ça peut dysfonctionner et on peut trouver quand même des solutions pour que ça continue à fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire ? L'essentiel, c'est de trouver les bons adultes autour de l'enfant. C'est ça le plus important. Donc là, vous partez sur les thèmes de la famille tribale, en fait. Non, C'est pas le groupe forcément qui éduque tribal, l'enfant, comme dans mais certaines par exemple, civilisations. pas forcément tribal, mais je pense qu'il faut faire évoluer la notion de famille. Un petit peu, la famille judéo-chrétienne, elle est un peu morte, entre guillemets, excusez-moi, parce qu'il y a, comme vous dites, beaucoup de familles monoparentales, c'est un vrai problème de PMA, beaucoup d'enfants qui viennent d'un ventre d'un autre, etc., etc. Moi, je pense aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui peuvent avoir des origines, des enfants adoptés, etc. J'ai beaucoup travaillé aussi sur l'adoption. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants ? Ils n'ont rien demandé. Ils arrivent sur Terre, ils sont innocents. Parfois, ils ont des origines très complexes. Et parfois, des drôles de familles. Donc, pour moi, la priorité, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut protéger l'enfant, faire en sorte de lui donner un espace de garantie où on le laisse grandir et trouver sa liberté. Mais certains vont vous dire que militer pour la protection de la famille est une façon de protéger l'enfant. Hein. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Oui, alors c'est des gens qui vont militer pour la famille, mais quel type de famille ? Je peux pas donner un blanc-seing à n'importe quel type de famille, puisque les familles les plus violentes sur les enfants sont les familles hétérosexuelles. Alors je choisis quelle famille ? Si vous voulez, la famille hétérosexuelle. Quel modèle ? Alors, on a eu plusieurs avis qui sont passés ici. Hein. Ah oui. Moi, j'ai Je vous parlé écoute. aussi. Oui. Tout à fait. On a interviewé des gens, des enfants arc-en-ciel, de la modernité, des LGBT, parce qu'il y a une convergence qui se place, si vous voulez, dans les séparations conflictuelles de famille avec enfants. Dans la famille moderne est aussi homosexuelle, si vous voulez. Tout à fait. Donc, la façon de garantir l'égalité des droits, l'autorité parentale, les droits parentaux, la primauté biologique, dans sa modernité et autres, si vous voulez, c'est aussi une façon de protéger l'enfant. Donc, je vois pas, en fait, si vous voulez, cette histoire de modernité, d'homosexualité, pour moi, c'est un peu une tarte à la crème. Si on part dans une notion de famille, qu'elle soit hétérosexuelle, homosexuelle, beaucoup de gens m'ont expliqué ici qu'un enfant était un triptyque, qu'il avait besoin de ces deux composantes, et que le priver d'une de ces composantes engendrait des troubles qui étaient assez importants. Donc, nous avons des familles homosexuelles avec des enfants qui se séparent. Il y en a assez peu. Hein. Je demande régulièrement aux intervenants que j'ai en consultation, ça reste assez minoritaire, mais ça arrive et ça existe. Donc on en tient compte effectivement, même s'il y en a assez peu dans les chiffres, si vous voulez. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils vont aux tribunaux, parce qu'ils se fâchent, et qui vont se séparer, sont confrontés à une perte de leur accès à l'enfant et à des injustices encore plus significatives que la famille hétérosexuelle, si vous voulez. Et pour nous,
Oui, je suis au courant. Ben voilà, vous voyez, c'est extrêmement important. Donc il y a une convergence quelque part dans la défense du lien parental entre l'enfant et le parent, quel que soit le type de famille. Donc la question n'est pas quel type de famille hétérosexuelle, homosexuelle voulons-nous, c'est quel type de groupe autour de la famille. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, On est après, de manière historique, la modernité qu'on l'appelle aujourd'hui est extrêmement récente. Là, quoi vous dites là? La modernité, l'apparition de la famille homosexuelle en Occident est extrêmement récente. On va se placer en Occident, Oui. parce qu'on a dit c'est quand même un petit peu différent. Madame Castelin-Meunier nous dit que le stéréotype qui est arrivé Madame Castelin-Meunier, je ne sais pas si vous la connaissez, enseignante au CNRS, la loi de 2002 de Ségolène Royal et autres, c'est quelqu'un de très, très intéressante, hein, qui nous a fait l'honneur de nous parler ici durant un certain temps, il y a quelques temps. Nous explique en fait que le patriarcat, lui, s'est fondé à la révolution industrielle et que cette séparation très stéréotypée des genres, surtout dans les hautes familles, et non pas dans le petit peuple, mais dans les familles un peu plus aisées, qui étaient beaucoup plus stéréotypées que les autres, en fait, est extrêmement récente. Mais ça ne veut pas dire que les enfants du Moyen-Âge étaient en permanence agressés par leurs parents au sein du peuple, si vous voulez. Donc, mais je réponds à votre question, est-ce que la famille, quelque part, détruire la famille, n'est-ce pas détruire quelque part la protection de l'enfant? Et séparer l'enfant de ses parents, n'est-ce pas quelque part le mettre aussi un petit peu en danger, quel que soit le type de parent? Je comprends mal votre question. Ce qu'on évoque, c'est le fait que l'enfant est un mammifère qui met beaucoup de temps à grandir et qu'il faut que des adultes responsables qui doivent remplir leurs devoirs et leurs obligations remplissent parfaitement leur rôle. Après, moi, que ce rôle parental soit rempli par différents types de personnes, ça pose aucun problème pour des gens comme moi qui travaillent le trauma. Du moment que ces personnes sont responsables, ils font leurs devoirs et leurs obligations. Et ça peut être plusieurs personnes, ça peut être 2 personnes, c'est pas un problème. L'organisation familiale doit être très souple. Tout doit être possible dans l'intérêt de l'enfant et uniquement dans l'intérêt de l'enfant. On peut imaginer, je sais pas, dans les cas d'adoption, on peut faire des montages très sympathiques où on devrait pouvoir faire ça. Vous avez des familles très simples qui sont capables d'adopter des enfants et d'être des parents formidables. Notamment, il y a des familles d'accueil qui demandent au bout d'un certain temps à adopter les enfants, à donner leur nom, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc, on peut imaginer qu'une troisième grande personne prenne soin de cette famille en faisant en sorte de donner l'argent nécessaire pour l'éducation. Donc là, il y aurait 3 grandes personnes qui prendraient soin de cet enfant. Vous voyez, il faut avoir des montages assez souples, avec des devoirs et des obligations. Vous voyez ce que je veux dire? Intellectuellement, je vous rejoins. Seulement, il se trouve que beaucoup de gens ont une vision extrêmement idéalisée de la société, des capacités des systèmes de protection de l'enfance, de la capacité des tribunaux à gérer les conflits familiaux et autres. On a des audiences qui durent 17 minutes, des temps d'attente de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, la réalité nous montre que malheureusement, dans la pratique, une cellule unie est un meilleur protecteur que l'intervention de l'État à outrance. C'est quoi l'intervention de l'État à outrance? L'intervention de l'État à outrance. Votre voisine dit qu'elle vous a vu un jour traîner votre enfant par terre par les cheveux et vous avez 2 personnes qui viennent vous voir durant 1 heure et puis après 3 gendarmes qui débarquent et puis qui prennent l'enfant pour le protéger au cas où. Ça dure 2 ans et demi à 3 ans d'enquête et durant 2 ans et demi à 3 ans d'enquête, l'enfon est dans des foyers avec des travailleurs sociaux. C'est un exemple. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Et là, si vous voulez que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, si vous voulez, les gens qui interviennent, n'ont pas les capacités financières, fonctionnelles, structurelles, même de formation pour intervenir correctement. Et nous avons des dégâts qui sont provoqués aussi. Nous avons les effets de bord des interventions qui existent. Je vois ce que vous voulez dire. Il y a un courant très intéressant, parce que ça, c'est un courant moderne de la psychosociologie qu'on travaille beaucoup. Et ça va aller dans votre sens, et moi je suis, très favorable à ce genre de choses. Les travaux montrent, et ça c'est très important, que quand un enfant est né dans une famille malveillante, d'accord ? On a fait un gros ratage dans les années 60, c'est-à-dire on s'est dit, on va résoudre le problème, la famille est malveillante, la famille va être caricaturale, est alcoolique et frappe l'enfant du matin au soir, on va le mettre dans une famille d'accueil et tout va bien se passer. Non, ça se passe de plus en plus mal. Ça se passe de plus en plus mal parce que l'enfant voit que ses parents sont sanctionnés et du coup se sent coupable et responsable de cette sanction et il dépérit. Donc maintenant on travaille d'une toute autre manière avec des gens justement comme moi dans ma spécialité de violence. On développe ce qu'on appelle, on fait de la guidance parentale. Moi j'ai fait de la guidance parentale, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver chez des parents qui a priori sont malveillants pour l'enfant, il y a toujours ce qu'on appelle un noyau de compétences chez ces parents. Et on essaye de développer ce noyau de compétences. Et on peut arriver à de bons résultats, monsieur. Et ça, c'est intéressant. L'enfant reste dans la famille et on peut développer un meilleur niveau de
compétences chez cette famille qui, pas à pas, va devenir bienveillante, etc. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est de la psychosociologie. On y revient, la formation à être parent, tout à fait. Voilà. C'est un thème qu'on évoque ici régulièrement. Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça résout pas le problème de sortir l'enfant de sa famille, comment dirais-je, malveillante. C'est quelque chose de très compliqué. Oui, puis des fois elle ne l'est pas, si vous voulez, mais seulement par principe de précaution, des fois qu'on agit un peu rapidement. Je prends le cas extrême. Hein. Bien sûr. Mais il faut toujours raisonner par le cas extrême quand on fait de la recherche. Je porte aussi la voix des gens qui n'ont pas pu voir leurs enfants durant des années pour rien. Parce que ce sont des gens qui existent, ce sont des situations qui existent, et les enfants, après, ils ont des problèmes, et puis les adultes aussi ont des problèmes, et malheureusement, ça existe également. Ce qui n'excuse absolument pas toutes les horreurs qui sont réelles, hein. Comprenons-nous bien, c'est pas de ça dont je parle du tout. Mais bon, il faut faire attention à essayer d'avoir la plus grande objectivité, de sortir des présupposés lorsqu'on intervient effectivement dans les familles. C'est très compliqué, exact. Et on n'a hélas pas assez de moyens avec les travailleurs sociaux et les tribunaux et les juges familiaux pour faire des enquêtes vraiment approfondies. C'est hélas très triste. Ils n'ont même pas de photocopieuse ou de stylo de couleur. C'est dramatique. Ouais, non, mais c'est terrible. Je crois qu'on a le 47e budget. Le budget de la justice en France est un des plus bas de l'Union européenne. Oui. Et, on est très mal lotis. Et après, on a une très mauvaise posture en France qui est. Vous voyez, la posture psychosociologique qui est, à mon avis, la plus moderne, c'est de ne pas mettre les individus sous la loupe, mais de comprendre tout un contexte, qui est on ne veut pas en France travailler main dans la main avec les travailleurs sociaux, avec la justice, avec la police, etc., etc. Dans les pays où la psychosociologie est bien reconnue et bien établie, comme au Canada ou comme en Belgique, on travaille main dans la main. Surtout au Canada, regardez c'est merveilleux la façon dont ils travaillent. Et en France, on est encore, par exemple, je vais vous donner un exemple, quand on suit les adolescents en France, moi ça me hérisse. Moi je suis un peu ennemi des gens qui suivent les adolescents et les enfants dans mon domaine, où on convoque l'enfant ou l'adolescent tous les mercredis. Ça ne sert à rien. Si vous êtes au Canada, on va pas convoquer l'enfant, on va prendre un observateur et un infiltré, si j'ose dire, qui va jouer avec l'enfant dans la famille un certain temps. On va faire une observation in situ. Et là, on va comprendre pourquoi l'enfant, ça se passe mal, pourquoi il a des problèmes. Parce que souvent, quand un enfant a des problèmes, vous savez, de petite enfance, c'est pas lui le problème, c'est la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut absolument qu'on change de posture en France déjà si on veut vraiment protéger les enfants et faire quelque chose pour les enfants. Il faut influer sur le milieu dans lequel ils sont, sur la famille, sur l'école, sur, vous voyez, tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une autre posture de travail. De même comme au Canada, ils sont très très forts sur le suicide. C'est les seuls qui ont des récidives de suicide vraiment à des chiffres vraiment chouettes. Pourquoi? Parce qu'en France, si un adolescent se suicide, on va le convoquer tous les mercredis. On s'en fout. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Quand un adolescent fait une tentative de suicide, on bouge pas. Au Canada, c'est comme ça qu'on bosse. On bouge pas. L'adolescent est dans sa famille. Et là, on convoque tout le monde. On interroge. On a 48 heures, 72 heures s'il faut. Il y a les travailleurs sociaux, la police, le machin, le truc. On interviewe tout le monde. Pourquoi? Qui savait? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on arrive, vous voyez, à comprendre un suicide, c'est pas simplement l'acte d'une personne. C'est tout un entourage qui est concerné. Il y a des complices, une fois de plus. C'est un acte de violence sur soi-même avec complicité. Et de même qu'on peut faire des thérapies sur enfants ou adolescents sans toucher à l'enfant. Uniquement en observant l'enfant in situ dans sa famille et après on travaille sur la compétence familiale. Une fois de plus, j'en reviens à mon sujet favori, sur la guidance parentale. Alors un enfant qui avait des problèmes à l'école, il n'en aura plus. Un peu de guidance parentale et on y arrive. Vous voyez ? D'accord. Au lieu de le mettre tous les mercredis chez un psychologue pour enfants. Je me méfie, mais vous le gardez pour vous, des psychologues pour enfants et de tous les métiers qui s'occupent de l'enfance. Ça restera entre nous, ça ne passera qu'à l'antenne et sur YouTube. Tout à fait. Ben oui. Donc Madame Ségar, les gens qui Karine Ségar, des adultes et qui disent on va protéger les enfants. Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Karine Ségar, Madame Ségar, est-ce que vous avez une actualité, un projet d'un nouveau livre ? Non, je n'ai pas de projet de nouveau livre parce que je suis arrivée à un certain âge. Donc, je n'ai pas de projet de nouveau livre. Je laisse la place aux jeunes. D'accord. C'est très important de laisser la place parce que je pense que les jeunes sont très compétents et font de la recherche et le monde continue à avancer. Et vous continuez d'exercer, de recevoir et de pratiquer ? À titre strictement bénévole maintenant, monsieur. D'accord. Et engagé. D'accord. Pour laisser la place aux jeunes. Là, je comprends. Très bien. Madame, merci de nous avoir consacré cette heure de discussion. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. L'échange était fructueux et intéressant. Merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Au revoir, madame. Avec plaisir.